Grégoire Bouillet, le dossier M, livre 1, partie 19. Et soudain, après que je me suis éloigné de M, du Perrier qu'elle buvait, de la touillette qu'elle touillait, du papier du morceau de sucre que j'avais roulé et déroulé et finalement abandonné dans le cendrier, éloigné de la table où nous étions assis, du café qui avait si souvent été le nôtre, du soleil qui éclaboussait la rue, alors que j'avais tourné le coin de la rue, puis un autre, encore un autre, et, désormais hors de sa vue, loin j'étais désormais, de plus en plus petit, point minuscule dans la vie, oui, soudain, 10 ans, ces deux mots, 10 ans, dans ma tête, ces deux mots, qui claquent, 10 ans, qui résonnent, qui éclatent, dans ma tête, 10 ans. Ces deux mots prononcés d'une voix forte. 10 ans. Une voix, mais pas ma voix. La voix de quelqu'un d'autre. Quelqu'un dans ma tête vient de décréter d'une voix forte 10 ans. Pas quelqu'un, non. Une voix. Juste une voix. Mais pas ma voix. Je le sais. Je ne suis pas sourd. Quelle voix? 10 ans. Ces deux mots, très distinctement articulés, d'une voix forte et nette, impérieuse, comme on donne un ordre, comme on tranche dans le vif, comme un juge abat son marteau. 10 ans, avec un point d'exclamation, sans que j'y sois pour rien. Car ce n'est pas moi dans ma tête, pas ma voix, je le saurais. D'où cet ordre, donné une seule fois mais très distinctement entendu, comme émis depuis mon conduit auditif, directement dans mon oreille. Pas de l'extérieur de mon oreille, pas du dehors, non, non, non. De l'intérieur de mon oreille, en dedans de ma tête, à l'intérieur, dedans. Cette précision-là, cette absence totale de parasite, comme lorsqu'on parle tout près du micro, qu'on parle dans le micro, qu'on parle normalement mais amplifié par un micro. Ce son-là, très près et très fort, emplissant toute ma tête. Son numérique plutôt qu'analogique, séparé et froid plutôt que compressé et chaleureux. Cette puissance-là, cette pureté un peu métallique, dureté de l'acier, ce type de voix, dans ma tête, à l'intérieur, dedans, tandis que je marchais, m'éloignais de M et de mon histoire de M, sachant que c'était fini, fini nous deux, fini elle et moi et tout ce qu'elle et moi signifiaient pour moi, finito. Et tout à coup, cette voix dans ma tête, cette injonction donnée en dedans de moi, impérieusement donnée, au micro, voix d'homme, aucun doute, aucune ambiguïté possible. Quelle voix? D'où? Une seule fois par le passé j'avais connu. Pas la même chose, non, mais pas loin. Pas si loin. Disons un équivalent. C'est pour donner une idée, tenter de faire comprendre. Je faisais du sport lorsque, bang, mon tendon d'Achille avait pété. D'un coup, la rupture complète de mon tendon d'Achille. Bang! J'avais entendu un bang formidable à l'intérieur de mon corps, parcourir tout mon corps, résonner à l'intérieur de lui, exploser dans ma tête. J'étais en pleine extension et bang! Fauché en plein élan j'avais été. Le bruit d'un gros élastique qui pète. Exactement ce claquement-là, en dedans de moi, ce vacarme, dans tout mon corps, entendu sans que l'oreille y soit pour quoi que ce soit.
Cela le plus étonnant sur l'instant, l'inouï même, quand dedans de soi un son puisse être perçu sans que l'oreille s'en mêle. Un son émis de l'intérieur et non venant de l'extérieur et pourtant entendu très nettement par un canal auditif insoupçonné, incompréhensible, un tympan intérieur, je ne sais pas. Une chips en soi, je ne sais pas. J'avais tout de suite su que c'était grave. Je n'avais pas été long à comprendre que c'était mon tendon d'Achille. Bang! L'instant d'après, j'avais voulu bouger mon pied et il n'avait pas bougé. Il n'avait pas répondu. Il ne me répondait plus. Après un si grand bruit intérieur, il faisait la sourde oreille. Entre mon cerveau et mon pied, la communication était subitement coupée. L'impulsion électrique ne passait plus. L'instant d'avant, je n'avais qu'à penser pour que mon pied m'obéisse. Je n'avais même pas besoin d'y penser. Le courant passait si bien entre nous qu'il n'était même pas besoin que je formule la moindre instruction. L'instant d'après, voici que mon pied ne m'obéissait plus. J'avais beau chercher les mots qui commandaient à mon pied, je ne les connaissais plus. Ma volonté restait sans effet, comme si mon pied ne m'appartenait plus, comme s'il était un étranger et qu'il n'était plus mon pied, comme si j'avais perdu le code, les pédales, l'emprise sur moi-même. Sentiment d'un vertige à ce moment-là, vertige métaphysique. Eh bien, cette voix dans ma tête, dans la rue, tandis que je marchais en plein soleil, peu après avoir quitté M, la même intensité, le même bruit intérieur, entendu en dedans de moi, la même puissance sonore. Sauf que ce ne fut pas bang, pas du tout. Ce fut 10 ans. Sauf que rien ne venait de casser dans mon corps, ni tendon, ni os, rien de physique en tout cas. De psychique, je ne dis pas, je ne sais pas. Mais physiquement, non. Cette voix n'exprimait pas un son du corps, et c'était une voix, pas un son. Une voix parfaitement audible, dans ma tête, en son dedans, sans venir d'elle cependant. Je sais ce que tu te dis, je sais ce que j'ai entendu. Je ne suis pas fou. Une voix surgit de je ne sais où, qui parlait français, c'est à noter, articula très distinctement 10 ans. Rien à voir avec bang, rien à voir avec une rupture du tendon d'Achille, mais tout à voir avec ma rupture de M, de toute évidence. D'où cette voix? Je ne comprends pas. Je me revois m'arrêter dans la rue, regarder autour de moi. Quelqu'un me croisant dans la rue a-t-il sa voix à lui? Mais je sais que non. Je n'ai aucun doute sur le fait que la voix ne vient pas de l'extérieur. Quelqu'un d'autre l'a-t-il alors entendu? Cela me rassurerait peut-être. Il semble que non. Tout est normal dans la rue. Les gens vont et viennent. Ils se fichent bien qu'une voix vienne de tonner dans ma tête. Va-t-elle d'ailleurs recommencer? Mais non. Plus rien. La voix a parlé et une fois lui a suffi. Ce n'est pas le genre de voix à répéter ce qu'elle dit, plutôt à dire une fois pour toutes, plutôt à se faire comprendre du premier coup. D'où cette voix? Qui cette voix? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai aucune explication. Aujourd'hui encore, je ne peux rien expliquer. Je dois vivre avec cette totale absence d'explication. Car cette voix, parce que cette voix, voix masculine, de cela je suis sûr, est forte, comme parlant dans un micro, autoritaire, voix sans réplique, voix de commandeur, voilà, voix de commandeur, c'est le mieux que je puisse dire. Jamais je n'ai entendu cette voix auparavant, elle m'est totalement inconnue, ne ressemble à aucune voix que je connais, ni père, ni personne. Voix sans visage, définitivement. D'où cette voix? Vient d'où? Sort d'où?
Voix de qui? Je n'ai pas rêvé. Je sais que je n'ai pas rêvé. Ce n'est pas mon imagination. Ce n'était pas ma voix. C'est difficile à expliquer. C'est encore plus difficile à croire. Je sais ce que tu vas dire. J'ai donné assez de preuves de... Enfin bref, je m'en fiche. Je sais ce que j'ai entendu. Je sais que la voix ne venait pas de moi. Elle venait d'ailleurs à l'intérieur de moi. En tout cas, elle ne m'appartenait pas. Elle ne m'était pas propre. Elle était étrangère. Elle venait de... Non. Elle ne venait ni d'en haut, ni d'en bas, ni d'aucune direction. Elle a surgi de nulle part. Elle s'est simplement manifestée dans ma tête, a tonné tout à coup en dedans de moi, s'est subitement fait entendre en mon fort, a ordonné ce qu'elle avait à ordonner, et s'est tue. C'est tout ce que je peux dire. 10 ans. J'aimerais que toi, au moins, tu me crois. C'est important. C'est grave. Que tu admettes que cette voix ne venait pas de moi, quoique je l'entendis très distinctement dans ma tête. Que tu reconnaisses son existence, sa matérialité, son étrangeté, son extériorité en dedans de moi. Admette qu'elle était parfaitement audible, et que ce n'était pas ma voix. Non et non. Elle n'était pas ma voix car j'ai déjà entendu ma voix quand je parle tout haut. J'ai entendu des enregistrements de ma voix au micro. Je sais de quoi elle a l'air. D'ailleurs, je ne l'aime pas. Rien de semblable ici. Aucune confusion possible. Cette voix était bien plus grave et charismatique que la mienne. Bien plus forte, bien plus grave. Je le garantis. Elle n'était pas non plus ma voix lorsque je me parle à moi-même. Pas du tout. Ce n'était pas ma petite voix intérieure. Ma petite voix intérieure n'émet aucun son. Je la fréquente assez pour le savoir. Je l'aurais reconnue si c'était elle. Je connais bien ma petite voix intérieure. Elle n'élève jamais la voix. Nous sommes amis. Il s'agissait d'une autre voix. Une voix intérieure sans qu'elle soit ma voix intérieure, ni qu'elle soit même véritablement intérieure. Plutôt la sensation que cette voix s'éleva en moi, qu'elle descendit en moi, qu'elle me traversa de part en part, s'inventa toute seule, quelque chose comme ça, qui serait venu d'ailleurs et se serait fait entendre en dedans de moi. Je ne sais pas. Je le jure, une voix qui n'avait en tout cas rien d'amical, qui n'était pas hostile non plus, qui articula très distinctement 10 ans, comme on prononce une sentence, la voix d'un juge. Voilà, exactement ce genre de voix, le marteau de la justice. Je le compris d'ailleurs tout de suite. Immédiatement décryptai l'intention. Pas la peine de me faire un dessin. En même temps que j'entendais cette voix dans ma tête, je sus qu'elle prononçait ma condamnation. Voilà, ma condamnation. Je n'eus aucun doute sur l'instant qu'un verdict venait d'être prononcé. Le mien de verdict. Je venais d'en prendre pour 10 ans. Voilà. 10 ans. Telle serait la durée de ma peine à partir de maintenant. C'était décidé. J'allais mettre 10 ans à me remettre de mon histoire de M. Voilà. La sentence était tombée. Elle était sans appel. Elle venait d'être prononcée à haute et intelligible voix, pour ainsi dire, publiquement, pour qu'aucune parcelle de mon être ne l'ignore. Ce serait donc 10 ans. Je venais d'en prendre pour 10 ans. 10 ans. Pourquoi 10 ans? Mais il n'y avait rien à objecter, personne à qui m'adresser. On venait de décider et le jugement était irrévocable. Qui on? Quel juge? Quel commandeur? 10 ans. Affaire classée. Affaire suivante. Moi qui me demandais justement le temps qu'il me faudrait pour m'en remettre, j'aurais mieux fait de me taire, car on m'avait répondu. De toute évidence, on avait pris ma question au sérieux.
On avait étudié mon dossier, on avait délibéré, et le temps que je fasse quelques centaines de mètres dans la rue, on m'informait qu'il avait été décidé que je devais en prendre pour 10 ans. Trop aimable. Express, la justice. En comparution immédiate. 10 ans. Rien de moins. Telle la durée de ma peine. Dans les deux sens du mot peine. 10 ans. Qui ont? Au mur, le cadre de Traviole. 10 années à le regarder, à l'avoir sous les yeux. De Traviole. Si quelqu'un me disait qu'il a entendu à l'intérieur de son crâne une voix qui n'était pas la sienne, je hocherais lentement la tête d'un air entendu. S'il tentait de me convaincre que cette voix l'avait condamné à une peine de 10 ans juste après qu'il eut rompu avec une fille dont il s'était fait une montagne magique, je saurais quoi penser. J'aurais un peu pitié. Je ne serais pas intéressé. J'aurais un nom pour ranger ça dans une boîte et j'aurais très vite envie de passer mon chemin et en m'émerveillant des prodiges de l'esprit humain. En m'inquiétant aussi. En ne tenant surtout pas à en savoir davantage. Aucun doute, je serais cet homme qui passe son chemin parce que j'aurais mieux à faire que d'écouter des fariboles et le mot hallucination auditive ici. Sauf que lorsque cela vous arrive, lorsque c'est vous qui entendez une voix qui tonne en vous, sans que cela soit votre voix, une voix qui, sans autre forme de procès, décide de votre destin pour les 10 prochaines années, c'est une autre paire de manches. Vous ne pouvez plus passer votre chemin. Vous ne pouvez pas faire la sourde oreille. C'est impossible. Précision. Cette voix ne vint pas accompagnée d'une grande clarté. Deux bœufs ne refusèrent pas tout à coup d'avancer dans la rue. Non. Sans doute était-ce une voix claire toute seule, mais je ne peux pas dire si elle venait de la droite d'une église, car il n'y avait pas de clocher dans les parages. Et, à mon niveau individuel des choses athées, cela m'étonnerait fortement. J'espère bien que non. En tous les cas, ma voix ne m'a pas enseigné à me bien conduire ni à fréquenter les églises, et encore moins que je vinsse en France, pour bouter l'anglais hors des frontières. Ce n'était pas la voix d'un ange, ce n'était pas la voix de Sainte Catherine, ni de Sainte Marguerite, ni d'aucune sainte. C'était juste une voix au micro, une voix sans nom et sans visage, en dedans de ma tête. Voix que j'appelle du commandeur, faute d'éléments plus tangibles en ma possession pour mieux la définir. Sachant que je ne délirais pas du tout à ce moment-là. Je n'hallucinais pas. J'étais dans un état bizarre, certes, forcément, je ne peux pas prétendre le contraire, je venais de... C'était fini avec M. Vous me faites pitié? C'est cela qu'elle avait dit. Et puis plus rien. Ce serait plus rien à partir de maintenant. Ce ne serait plus jamais avec elle. Ce serait définitivement sans elle. C'était irrémédiable et je n'avais pas envie de pleurer. Je ne sais pas. J'étais comme anesthésié. C'était trop tôt pour éprouver des émotions. J'avançais tout droit dans la rue et je ne sentais rien. Je me sentais vide à ce moment-là. Je me sentais comme détaché. Je ne pensais à rien. Je ne me disais pas des trucs bizarres du genre la France a eu l'électricité, la France a eu les salsifis, la France a eu du mercure, la France n'a pas été nulle, la France n'est pas un pays et voici qu'il ne reste à présent qu'un tout petit peu d'électricité, un tout petit peu de salsifis, un tout petit peu de mercure et de nullité. Je ne me disais pas il y a eu des wagons mais il ne reste plus beaucoup d'hommes à mettre dedans. Je ne me disais pas je ne gère pas, gère tout court. Je ne me disais pas mes nerfs te closent et ils disent que demain sera le jour d'avant, mais en pire. Déjà qu'ils ont une bouche dans le ventre et parlent comme si tu étais l'un des leurs. Je ne me disais pas on dirait que mon œil droit est en train de se détacher parce qu'il cherche à me regarder et grand bien lui flasque. Je ne me disais pas
Si je touche mon genou, il va faire du vent. Je ne me disais pas, mes fesses remontent en ce moment même jusqu'à mes omoplates parce qu'elles veulent m'arracher les dents avec une pince à épicer. Je ne me disais pas, si je ne marche plus dans la même direction que la vie, car je souffle des myrtilles. Je ne me disais pas, j'en chie, mais par le petit trou que j'ai devant, etc. Je ne me disais rien de tel. Je n'étais pas dans un de ces états très bizarres qui s'emparent de mon être sous le coup d'émotions un peu trop fortes pour lui. Pour autant qu'il m'en souvienne, j'avançais dans la rue de façon plutôt mécanique. Je n'avais qu'une idée en tête, m'éloigner, m'éloigner, m'éloigner. Fuir. Voilà. Je ne marchais pas, je fuyais, sans me retourner, sans regarder où j'allais. Je voulais mettre le maximum de distance entre M et moi. Juste mettre un maximum de distance entre moi et celui qui était resté assis au café et dont je m'étais décollé astralement pour le planter là, le laisser sur place, l'abandonner à son sort, ne plus rien avoir à faire avec lui. Et si cela se trouve, il est resté assis à la même table de café, pliant et dépliant sans fin le même petit papier d'emballage. Qui sait? En attendant, je voulais mettre le maximum de distance entre celui que j'étais du temps de M et celui que j'allais devenir, inéluctablement. Je n'avais pas envie de le connaître, celui-là. Je n'y tenais pas du tout. J'évitais au maximum d'y penser. J'étais incapable de penser à ce moment-là. Je me contentais de marcher tout droit au hasard des rues, comme on cherche à s'étourdir. Si je me disais quelque chose, c'était plutôt des choses du style je marche, je suis en train de marcher, je peux faire un pas devant l'autre sur le trottoir, j'en suis encore capable, c'est bien, continue, ne t'arrête pas, ne te retourne pas. Il fait beau. Regarde ce soleil comme il brille. Regarde ce magasin, il vend des abat-jours soldés moins 30%. Regarde ces voitures, fais attention en traversant. Ce genre de truc en marchant. Rien d'extraordinaire, rien de délirant. Je n'en étais pas au point de me dire maintenant avance le pied gauche. Maintenant c'est un autre que toi qui avance le pied droit. Maintenant tu es une motte de beurre. Maintenant tu deviens marmelade. Maintenant tout est égal. Maintenant la valeur humaine se mesure en kilos si c'est du hachis et en mètres si c'est de la saucisse. Maintenant on dirait que j'ai acquis la connaissance de quelque chose que les autres ignorent et cette connaissance est malencontreuse. Maintenant ma peau colle à mes os, elle est devenue Alep, elle ne sera jamais rajeunie au-dessous du niveau de la mer, moins 57 816 plus 6, et dans ma main droite il y a écrit Poulaz en africain. C'est comme Mallegro dans tous les pays, et cela signifie que maintenant, je vais ennuyer depuis mardi tout le monde avec mes ustensiles et mes plantes auxquelles il manque un i. C'est tout le contraire de ma nature. Cela m'agace de devoir désormais m'occuper de choses dont je me fichais auparavant, etc. J'étais dans un état bizarre, ok, j'avançais très mécaniquement dans la rue, je l'admets. Ce n'était pas la grande forme, ok, mais rien de grave, rien de rédhibitoire et, en tous les cas, pas au point d'entendre des voix, pas au point de me prendre pour Jeanne d'Arc. Ah non, je ne suis pas une pucelle. Je n'ai d'ailleurs jamais été à Orléans. Je n'ai aucune attache dans cette ville. Je ne sais rien de vos couleurs si on me le demande gentiment. Que cela soit bien clair entre nous. Je ne veux pas être brûlé vif, affublé de la mitre d'infamie après un procès en sorcellerie bidon à cause des Anglais parce que le parti des Bourguignons a trahi, parce que j'ai entendu me hurler dans la tête que je venais d'en prendre pour 10 ans. Je ne veux jamais porter une coupe au bol. Jamais. Sans compter que cette voix ne se manifesta qu'une seule fois. Une seule fois elle me parla, et une seule fois je l'entendis. Plus jamais une voix ne s'est adressée à moi en dedans de moi, une voix venue de l'extérieur et entendue à l'intérieur de moi. Ni cette voix, ni aucune autre voix, non, plus jamais de cette façon, en prenant je ne sais quel micro pour, sans y être invité, se mettre à beugler dans ma tête comme si c'était la sienne, et c'est plutôt heureux, car des voix comme ça, merci bien. Si c'est pour me dire des horreurs pareilles, 10 ans, je préfère ne pas. Le commandeur, je m'en passe, sans problème.
Pourquoi 10 ans? Pourquoi pas une extinction de voix, une maladie et on n'en parlait plus, ou une phobie spectaculaire? J'aurais préféré. J'aurais pu me soigner, guérir peut-être. Pourquoi 10 ans? Pourquoi cette durée-là? Pourquoi une peine aussi lourde? Je pose la question. N'avais-je pas déjà mon compte? N'étais-je pas au tapis et M comme KO debout? Pourquoi pas 8 ans? Ou 5? Ou 3? Ou même un an? C'était bien un an, ça m'allait, 12 mois. C'était correct. Cela me semblait raisonnable. Cela me semblait plus juste et approprié. Le chagrin est une durée, nul ne l'ignore. Le malheur n'est pas un pic de souffrance, mais une tristesse élongée dans le temps, et j'étais prêt à purger une condamnation d'un an s'il le fallait. Une peine équivalente à la joie éprouvée au contact de M et équivalente au temps passé avec M, cela aurait été justice, s'il s'agissait d'être juste. Sachant qu'il faut bien payer d'une façon ou d'une autre, même si on ne sait pas trop ce qu'il faut bien payer. Personne ne le sait. Mais 10 ans, 10 ans, j'aurai 54 ans quand je sortirai. 54 ans. On se fichait de moi. C'était une erreur judiciaire. Je voulais porter plainte, que l'on rouvre mon procès, plaider moi-même ma cause. Avais-je seulement eu un avocat, même commis d'office? Si c'était le cas, il était nul. Il ne s'agissait pas de Patrick McGuinness ni de John Stone. Eux m'auraient acquitté, à moins de supposer que mon avocat, si avocat j'avais effectivement eu, ait réussi à ramener ma peine à 10 ans, plaidant je ne sais quelle circonstance atténuante, ce qui signifiait qu'il aurait été requis contre moi une peine bien plus lourde. Une peine de 20 ans, de 30 ans, la perpétuité. Ô Seigneur, je préférais ne pas y songer. Ce n'était pas possible. Qu'avais-je fait? Ce monde était dingue. Il déconnait complètement. 10 ans. Bon Dieu, 10 ans. Mais c'était tragique. Je ne le voulais pas. J'allais faire appel, me pourvoir en cassation. Et comment? Aller à La Haye s'il le fallait. Quel était mon crime pour mériter pareille sentence? C'était quoi ce verdict? D'où une justice aussi aveugle et expéditive? 10 ans d'emprisonnement? 10 ans à l'ombre de moi-même? 10 ans de malheur? Une peine de 10 ans? Un chagrin décennal? 7 ans, j'aurais compris, le miroir brisé, le piège du cristal, etc. Mais 10 ans? Je n'étais pas d'accord. C'était trop. Rien que d'y songer. De m'imaginer les 10 années à venir, enfermé dans les ruines de mon histoire de M, derrière les barreaux de la cour de récréation. 10 ans en prison, en cellule, au cachot, au mitard de l'amour. 10 ans à métaboliser l'absence de M, comme un morceau de sucre mettant 10 ans à fondre dans un verre d'eau. 10 ans à digérer un truc qui ne passerait pas avant 10 ans. Je ne sais pas. 10 ans, il paraît que c'est le temps qu'il faut avant d'avoir accès au compte d'une personne disparue. Ça veut dire quoi, 10 ans? Note de l'un de mes petits carnets. M comme prison, comme geôle, comme bagne, niouf, cachot. 10 années avant de retrouver une liberté de mouvement, de penser, d'agir et de circuler, de décider par moi-même, de sentir par moi-même, d'aimer. 10 années claquemurées, à ressasser, à ruminer, à cracher par terre comme un footballeur lorsqu'il rate un but, à glavioter à n'en plus finir, au sol, sur les murs, dans la glace reflétant mon image. 10 années à n'avoir d'autre compagnie que celle du fantôme de M, du fantôme de notre histoire, de moi comme fantôme, de moi comme échec, moi comme hiver, comme vide, comme maison bleue abandonnée, dégringolée, rasée. 10 ans avant d'éprouver de nouveau le goût de l'autre, d'en retrouver l'envie,
feindre de le croire, comme la preuve qu'on est en vie, qu'au monde on est rendu. 10 années à me couper de tout et à me priver de tout, à n'avoir droit à rien, à m'enfermer dans l'amertume à double tour, à n'être que parodie, sarcasme, rejet, dédains acerbes, ressentiments conglutinés, à dissimuler que j'en ai pris pour 10 ans et que je n'ai droit qu'au parloir une fois par semaine si quelqu'un veut me voir, à me méfier de tout et de tous, surtout au moment de la douche, à subir toutes sortes de brimades sans pouvoir protester, à filer doux en permanence, à me durcir, durcir, durcir pour supporter cette existence sans avenir, repliée sur elle-même, enroulée autour de sa défaite. 10 ans à marcher dans la vie comme à l'heure de la promenade, 1 heure par jour avant de retourner en cage, à faire de la muscu, de la gonflette, parce que c'est la seule chose à faire en prison, et on dirait que beaucoup sont en tôle aujourd'hui. Énormément de gens font de la muscu. 10 ans à me faire tatouer comme tout le monde se fait tatouer aujourd'hui, encore un signe de population carcérale. À tourner sans fin en rond entre 4 murs, dans un sens et puis dans un autre, comme un putain de jogger, en comptant chacun de mes pas, en mesurant avec mes pieds le temps qui ne passe pas, l'espace qui n'en est plus un, le cœur qui ne bat plus, à être menotté dans le dos, enchaîné par les chevilles, ligoté dans la tête, menacé intérieurement de toutes parts, vulnérable de partout, à me branler jusqu'au sang en regardant des magazines et des vidéos, en convoquant M en pensée, à ne savoir quoi faire, à n'avoir rien à faire, à ne rien faire, à me sentir inutile, entre parenthèses de l'existence, 24 heures sur 24, à hurler que je veux sortir d'ici, hurler que je n'en peux plus, que je veux me casser, que je pète les plombs, un câble, les boulons, que je vais me faire péter le caisson si ça continue, foutre le feu à mon matelas, s'il vous plaît, bande d'enfoirés, rendez-moi mes lacets. À gémir tout le temps, sans personne pour m'entendre. À dormir tout habillé, tourné du côté du mur, roulé en boule dans un drap de Falkenau, enroulé dans mon suaire. À rêver de me faire la belle et, du ciel, ne voir que des lambeaux, des rognures, des ossements. À me méfier de tout, de tous, de moi, de mon ombre, de l'ombre de mon ombre, de l'ombre des barreaux. À ne plus croire en rien, plus jamais, en personne, 10 ans durant, mon visage comme un masque de cire. À avoir peur tout le temps, 10 ans durant. À faire preuve vis-à-vis de moi-même d'un courage effroyable pour seulement oser continuer un jour après l'autre, 1 heure après l'autre, une seconde après l'autre. À n'avoir d'autre horizon que ma mort institutionnalisée, 10 ans durant. À espérer une libération conditionnelle, un bracelet électronique, une remise de peine. À savoir que j'ai 10 ans à en chier. 10 ans en tête-à-tête avec un pot de rillettes tout pourri, immonde, gémissant, sec comme de la pierre. À me trouver laid, repoussant, minable, à me trouver con, nul, merdeux et merdique. 10 ans à me détester, à m'arracher les cheveux, les yeux, la tête, à me prendre en grippe des pieds à la tête et à prendre ma vie en grippe, le monde en grippe, les autres en grippe, tout en grippe, à ne plus savoir que grincer et ricaner et vomir, l'envie de gerber sur tout et sur tous sans que cela puisse s'appeler une envie, à n'avoir de toute façon envie de rien, à me fossiliser dans une vie de bagnard et à me figer dans une pauvreté d'existence ne me laissant aucun répit, me faisant perdre le goût des êtres et des choses, plus jamais en paix désormais, ni avec moi ni avec rien, 10 ans à me sentir coupable, à me faire pitié, comme M avait dit, à penser que c'était de ma faute, que moi seul étais cause de mon échec, 10 ans de culpabilité. C'était bien au-delà d'être malheureux, c'était 10 années à vivre dans le malheur de vivre, 10 années à détester ma vie, à souffrir l'effort désespéré de mon existence pour retrouver un semblant d'équilibre, en vertu du principe thermodynamique qui veut que tout système mis en émoi, en vrac, en ébullition, finit inéluctablement par redevenir stable.
10 ans d'entropie pure, etc. Un jour après l'autre pendant 10 ans, cela ne fait pas une vie. Cela ampute la vie. Un livre dont la lecture mettrait 10 ans. Ah ah ah. Que faut-il avoir commis pour en prendre pour 10 ans? Quel crime? Quel délit? J'ai fait des recherches, forcément, avec tout ce temps dont je disposais désormais. Dans le code pénal, il est écrit qu'une infraction est qualifiée de criminelle si la peine encourue est supérieure à 10 ans. Mais elle est un délit si la peine est inférieure à 10 ans. Très instructif, vraiment malin. C'est la durée de la peine qui définit l'infraction. Grande révélation. Et quand il s'agit de 10 ans pile, cela signifie quoi? Un crime ou un délit? J'ai eu beau étudier en long, en large et en travers les articles 131.1 et 131.2 qui, de par la loi française, définissent les durées de réclusion criminelle ou de détention criminelle, je ne me suis pas trouvé plus avancé. Avais-je commis le plus grave des délits ou le plus petit des crimes? Pouvait-on me le dire? Quelle était la nature de mon infraction? Ohé, quelqu'un? Monsieur Voix? Votre honneur? Herr Commander? Je t'en fiche. Silence radio sur toutes les fréquences. Naguère, on envoyait au moins 2 fonctionnaires vous arrêter au saut du lit. Vous n'en saviez pas davantage, mais c'était encore un tout petit peu humain. Maintenant, votre condamnation vous est directement transmise dedans votre tête, au centre de votre cerveau. On vous l'annonce au micro via un circuit intérieur connecté à vos fibres. On n'arrête pas le progrès en matière de communication. Mais toujours sans donner la moindre explication. Votre procès a eu lieu, le verdict est tombé, vous voici cloporte parmi les cloportes, vous n'en savez pas davantage. De quoi m'accusait-on exactement? Pouvait-on un tout petit peu me renseigner? M'envoyer discrètement un SMS ou texto? Dois-je rappeler que je n'ai pas commandité l'assassinat du fiancé de M? Je n'ai pas violé M sur le rebord de la cheminée? Dois-je souligner que je n'avais pas encore couché avec Patricia et que Julien ne s'était pas encore suicidé à cette date? Quel fut exactement mon crime ou délit? Celui d'avoir rêvé un tout petit peu trop fort? À voix un tout petit peu trop haute? D'avoir pété plus haut que mon cul? Est-ce à cause des muffins? Mais il s'agissait d'un rêve. Qu'est-ce que j'ai fait pour en prendre pour 10 ans? Même en étant le plus impartial que je pouvais, même en mettant les choses au pire, je ne voyais pas. Et je ne vois toujours pas. Rien qui mérite 10 ans en tous les cas. 10 ans. Même Gatsby n'a été condamné qu'à 5 ans. 5 ans seulement. Bogart n'a souffert que 2 ans avant de revoir Ingrid Bergman à Casablanca. Jean-Patrick Capdevielle n'a été dans le désert que 28 jours. Même The Torture Never Stops de Frank Zappa ne dure que 9 minutes et 45 secondes. Donald Crowhurst n'a passé que 253 jours à devenir fou sur son rafio tout pourri. Consécutive au suicide de son ami Casagemas, la période bleue de Picasso n'a duré que 4 ans. Mr. White n'a combattu une mouche que pendant 45 minutes. Henri David Thoreau n'a vécu dans les bois que 2 ans et 2 mois. Mozart est mort en écrivant la 8e mesure du Lacrimosa de son Requiem. Il n'est pas allé jusqu'à la 10e mesure. Artaud n'a été interné dans des asiles d'aliénés que 9 ans. Cervantes n'a été retenu en esclavage à Alger que 5 ans. Sur la façade de l'immeuble d'en face, il ne fallait qu'une heure au petit carré de soleil pour disparaître. Les 1001 nuits ne durent finalement que 3 ans, à peine 3 ans à inventer chaque nuit des histoires pour arrêter le geste du bourreau et sauver sa tête. 10 ans, cela fait 3650 nuits, sans compter les années bissextiles. Je ne vois dans mon univers que Dallas pour avoir duré 10 ans. Dallas.
Une peine de prison? Une condamnation? Il fallait y penser. Plus sérieusement, rien ne semblait correspondre à mon cas, s'appliquer à mon histoire de M. S'agissait-il d'un cas de récidive, justifiant mécaniquement un rallongement de la peine, puisque je m'étais déjà fait prendre, des années auparavant, la main dans le sac de l'amour? J'en avais pris pour 2 ans à l'époque, dont 1 an avec sursis, si je me souviens bien. J'avais calculé alors que le chagrin dure très précisément le temps de la rencontre amoureuse élevé à la puissance du sentiment amoureux. En clair, plus fulgurant est l'amour, plus on met de temps à s'en remettre. Mais 10 ans, 10 ans, c'était vraiment exagéré. Et pourquoi me l'annoncer? Parce que connaître la sentence à l'avance signifiait que ma condamnation n'était pas éternelle, et ainsi devais-je m'estimer finalement heureux? Cela aurait pu être pire? Ou était-ce du sadisme, puisque 10 ans durant je saurais n'avoir rien à espérer? Je ne pourrais à aucun moment m'attendre à être libéré du jour au lendemain. D'emblée, la possibilité qu'un imprévu pourrait, là, tout de suite, maintenant, ou tout à l'heure, peut-être demain, venir bouleverser mon existence et me sortir de tôle, m'était ôtée. J'en avais pris pour 10 ans et c'était irrémédiable. C'était écrit. 10 ans à vivre dans la peau d'un mort-vivant, avec cette lenteur mécanique des zombies, à faire mon temps qui ne serait pas un temps vécu, avant de revenir à la vie vieillie de 10 années, avilie d'une décennie de privation de liberté, de penser, de mouvement, d'aimer. Sacrée perspective. En sorte, on m'avait réservé un traitement spécial. D'ordinaire, l'individu qui se retrouve dans ce genre de situation subit son sort sans savoir de quoi demain sera fait. Proie de son malheur, il perd la notion du temps, avant qu'un beau matin, tout à coup, sans prévenir, sans raison apparente, voici que les oiseaux chantent de nouveau autour de lui. Voici qu'il les entend. Cui, cui, cui. Il ne sait pas pourquoi, mais le poids qui l'oppressait ne pèse plus sur sa poitrine. Son cœur qui s'était arrêté s'est remis à battre. Ce qu'il reste de son cœur, certes, mais c'est suffisant pour retrouver le goût de vivre. Le voici guéri. Comme s'enfuient à l'horizon les nuages qui obscurcissaient le ciel, le malheur s'est envolé. Il s'est débiné, parti on ne sait où. Abracadabra, bon débarras. C'est à la fois soudain et incompréhensible, mais on se sent renaître. La veille, on était encore au 36e dessous, tout nous dégoûtait, et ce matin, on trouve la vie presque belle. On n'a plus mal. L'hiver est fini. Ceux qui ont été une fois malheureux dans leur existence savent très bien de quoi je parle. Les autres peuvent se boucher les oreilles. Ils savent que le cœur a ses raisons d'être malheureux et rien ne peut le dissuader du contraire. Ils savent qu'il n'y a rien à faire. Cela dure le temps que cela dure. Jusqu'au jour où, surprise, miracle, un jour que rien ne distingue pourtant des autres, voici que les oiseaux chantent, et c'est tellement chouette que personne ne se demande pourquoi le soleil s'est mis aujourd'hui à briller plutôt qu'hier ou demain. On prend notre renaissance comme elle vient, trop content de ne plus être à l'ombre. Se poserait-on la question du comment, du pourquoi de ce brusque changement de temps en notre faveur? On n'aurait sans doute pas la réponse. Car nul n'a accès au directeur de sa prison, ni à la machine judiciaire qui, au fond du fond de notre niveau individuel des choses, décida un jour de notre incarcération et décide maintenant de notre remise en liberté. Ce qui ne veut pas dire qu'on retrouve le goût de vivre par hasard. Je n'y crois plus. Si nous sortons de dépression au jour dit, c'est parce qu'une certaine peine a été prononcée et que des dates d'emprisonnement et de sortie de prison ont été fixées à l'avance. Il n'y a pas d'autre explication. Quiconque est malheureux fait le temps qu'il est prévu qu'il fasse depuis le début. Ni plus ni moins. Pas un jour de plus, ni un de moins. Il n'y a pas d'autre justification au fait de recouvrer la liberté un jour plutôt qu'un autre. Comme moi-même ne sortirai pas de M comme tôle avant la fin de l'année 2014 ou début 2015. On me l'avait notifié de vive voix. J'étais prévenu.
Je ne dirai pas ensuite que je ne savais pas. On m'avait fait cette étrange faveur de ne pas me laisser dans l'incertitude, ce qui présentait autant d'avantages que d'inconvénients. On ne m'avait laissé aucune marge de manœuvre à mon niveau individuel des choses qui, maintenant que j'y réfléchis, me laisse sans voix, me donne envie de pleurer. D'un côté, je savais que je sortirais un jour de prison. Ce serait d'ici 10 ans, et c'était tout de même mieux que d'avoir pris perpète. Oh oui, je n'avais pas été condamné à vie, et c'était plutôt une bonne nouvelle. D'un autre côté, je ne pouvais pas rêver que, mystérieusement, sans prévenir, un beau jour dont j'aurais pu espérer chaque jour qu'il pouvait être aujourd'hui ou demain, je m'éveillerais de nouveau à la vie comme au sortir d'une nuit glaciale, d'une saison en enfer, avec mon histoire de M derrière moi, un avenir possiblement dégagé devant moi, enfin libéré de mes fers. Non, je savais ce qui m'attendait. Je savais que ce ne serait pas avant 10 ans. Point barre. Fin de la discussion. Mais quel crime ai-je commis à la fin? Qu'on me le dise à la fin. Qui a rédigé l'acte d'accusation? Qui s'est plaint? Auprès de qui? Qui m'a jugé coupable? Où les minutes de mon procès? Les témoins, les jurés, les juges, le président, le greffier, la salle d'audience, mon avocat? Je ne sais pas. Je ne sais rien. C'est dans le plus grand silence que nous sommes anéantis, en totale ignorance de cause. Pourquoi tant d'acharnement? Pourquoi ne pas m'acquitter? Quelle dette avais-je contractée? Envers qui? Comme mes parents mirent 10 ans à rembourser, un sou après l'autre, ce qu'ils devaient aux impôts avec les intérêts? Sans déconner, si la peine qui m'a été infligée à l'issue de mon plein gré a quelque chose à voir avec cette histoire pourrie, j'arrête tout sur le champ. Je rends immédiatement mon tablier. Je veux qu'on me rembourse. Est-ce parce que j'avais 10 ans au moment de l'assassinat de la petite mésange à bec noir? Waouh, la lenteur de la justice ne serait pas un vain mot. Elle ne serait pas usurpée, sur terre comme au ciel. Ou est-ce parce que mon père... Mais oui, mon père, son cancer, son traitement par radiothérapie, j'y pense soudain. Cela me consterne. À l'époque, les médecins affirmèrent qu'il fallait attendre 10 ans avant d'être sûr que les rayons aient éradiqué la tumeur et qu'il était guéri. Jusque-là, on ne pouvait pas se prononcer. Une rechute était possible. La rémission n'était pas garantie. Dans son cas, c'était 10 ans minimum. Et 10 années durant, cette épée de Damoclès pesa sur sa tête, et sur celle de toute la famille. Sur la mienne donc. Car je me rappelle très bien cette angoisse, diffuse, latente, dont on ne parlait pas trop à la maison car il n'y avait rien à en dire. Je me souviens de mon angoisse. Surtout que j'étais du signe du cancer et j'imaginais qu'il y avait un lien affreux. Mais mon père guérit. Un jour, ce fut officiel. Un jour, il ne fut plus question de rien. Il était tiré d'affaire, abracadabra. Comme on finit de rembourser un emprunt à une date fixée d'avance. Même si l'idée de sa mort me demeura, et avec elle, la découverte qu'il était mortel, et cette découverte changea tout. Elle m'apprit la vulnérabilité, et M comme cancer, comme une maladie ainsi que je le subodorais dès le début. Pas n'importe quelle maladie, non, une maladie mortelle, une tumeur, quelque chose métastasant en moi, quelque chose d'astrologique. Et pour que ce morbide excès de vitalité ne soit plus qu'un mauvais souvenir, pour que je sois officiellement déclaré guéri, 10 années seraient un minimum. 10 années avant de pouvoir dire que je m'en étais sorti. Me convaincre moi-même que cette fichue histoire de M était maintenant derrière moi et n'en plus douter. Ou est-ce parce que Ulysse? Car je songe aussi à Ulysse. Je songe tout le temps à Ulysse. Retenu 10 ans par vents et par vagues, 10 ans contrarié dans ses mouvements, 10 ans à subir la colère du dieu de la mer,
10 ans en exil, 10 ans avant de pouvoir enfin rentrer chez lui, et il ne fallait pas me prendre pour lui. Bien fait pour moi. Faut pas se prendre pour qui on n'est pas. Faut se méfier des livres. Faut rester à sa place. N'est pas Zorro qui veut. Mais je ne suis pas Ulysse. J'avoue, j'avoue tout maintenant. Que Poséidon ne m'accable pas de son courroux, que cesse sa malédiction. Je ne lui ai rien fait, je n'ai pas crevé l'œil de son cyclope de fils. Je ne connais personne qui s'appelle Polyphème. Jamais de la vie, je le jure, je ne suis personne. Je voudrais juste qu'on me fiche la paix. Je voudrais qu'on m'oublie. J'écris cette phrase le 27 juillet 2015 à 4h08 du matin, heure universelle. En toute liberté. Car je suis libre aujourd'hui. Le suis-je? En tout cas, j'ai fait ma peine. J'ai fait mes 10 ans. J'ai tiré mon temps et aime comme mitard. 10 ans à l'ombre de moi-même. 10 ans à me taire. 10 ans à n'aimer personne ni à laisser personne m'aimer, faute d'en être capable. Cela m'était interdit. 10 ans de placard, claque-muré en Montfort, verrouillé à double tour, mon niveau individuel des choses complètement cadenassé, plombé, sous-scellé. 10 ans de fidélité. Je n'ai pas eu droit à une libération anticipée, à une remise de peine pour bonne conduite, pas même une toute petite remise, que dalle, pas ça. 10 ans ferme. Il semble d'ailleurs que mon implication dans le suicide de Julien m'a plutôt valu une rallonge. De combien? Je l'ignore. Suis-je libre? Ou en conditionnel? Parce que je manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale? Difficile à dire. Ce n'est pas moi qui décide, c'est la voix. The voice. Pas le choix. M'évader? Mais on n'échappe pas à soi-même. C'est juste impossible. Dans le mot dépression, il y a le mot désespoir. Il y a le mot prison aussi. Et le mot poésie. Le mot pendre. Les mots désir et espoir. Le mot dossier. 10 années durant, le cadre au mur est resté de traviole. Il l'est toujours. Je ne l'ai pas encore remis d'équerre. J'imagine que le jour où je le ferai, ce sera bon signe. Cela voudra dire que je suis prêt. Que mon histoire de M, et non seulement M, ne me tient plus dans ses fers. Qu'elle a épuisé tous ses sortilèges, ne nuit plus à personne, a rejoint le cimetière des amours mortes et enterrées, et repose maintenant en paix. Quelque chose comme ça. Il faudra que ce geste vienne de moi. Faute de quoi il n'aura aucune signification véritable. Je n'en suis pas encore là. En attendant, j'ai commencé à écrire. On m'y a autorisé. Ce fut après que je me sois suicidé pour de faux dans ma cellule. Avant, c'était niette. Je ne sais pas qui décide en moi. Je ne sais pas. J'aurais peut-être mieux fait de raconter l'histoire de Germaine et de Carlos et de Pablo. Cela aurait été moins douloureux. J'allais dire merveilleux. En attendant, j'avais 10 ans à tirer.